Bonjour à tous, bienvenue dans le premier podcast de la tribu avec Greg et Mehdi. L'idée aujourd'hui, c'est on accompagne beaucoup de créateurs et on se rend compte d'une chose, c'est que les experts créateurs gagnent souvent moins d'argent, voire beaucoup moins d'argent que les pseudo-experts qui sont là depuis 2-3 jours devant une Lambo à Dubaï qui ont 20 ans, la caricature. Et en fait, il y a plein de choses sous-jacentes qui sont super intéressantes et l'idée, c'est un peu de comprendre pourquoi et comment arriver à passer outre et commencer vraiment à vivre de son contenu de manière clean. Ça te va comme programme? Ouais, top. La première question que moi je me pose, c'est bah déjà, c'est quoi un expert sur YouTube? Et toi, je sais que tu as une petite théorie sur le paradoxe. Pour toi, c'est quoi un expert et c'est quoi ce paradoxe? Bah, alors, pour moi, la définition d'un expert, il y a, l'expert un peu absolu et il y a l'expert relatif et ça, c'est super important de comprendre. Pour moi, l'expert absolu, c'est, on va reprendre le mot expert, un expert comptable, ça fait 15 ans, il est carré, il connaît son métier, un peu incollable et puis il y a l'expert relatif, qui est pour moi le petit jeune qui va réussir à, faire beaucoup plus d'argent que, potentiellement cet expert comptable, qui est quelqu'un qui va être un peu plus avancé que quelqu'un d'autre. Donc c'est relatif, son expertise, c'est relative. C'est-à-dire, on te demande pas d'être faire coacher par, Cristiano Ronaldo si tu veux faire du football, mais on te demande d'être coaché par, alors je suis très mauvais en football, mais par quelqu'un qui, est en Ligue 1 ou quelqu'un qui voilà, qui est un peu plus fort que toi, qui peut t'apprendre des trucs qui sont concrets et je pense qu'on le voit beaucoup dans le milieu du business, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont essayer d'être coachés par Xavier Niel, par un Elon Musk. Ils vont se dire: «Ah ouais, non mais c'est des monstres, il faut absolument que je les ai dans mon board ou qu'ils me donnent des conseils» et en fait non, pas du tout. Parce que eux, c'est peut-être des experts absolus, mais toi, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un qui a fait concrètement les mêmes choses que toi, tu es en train de faire, qui a réussi à les débloquer, qui est pas forcément beaucoup, beaucoup plus avancé, peut-être qu'il gagne 5, 10, 15 000 € de plus et qui peut t'emmener à ce palier 1. Et ça, c'est pour moi un expert relatif et c'est très important de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup, du coup, d'experts absolus qui se disent: «Mais comment ça se fait que personne m'écoute?» Et bah, c'est peut-être que aujourd'hui la capacité de transformer la vie de ses clients, donc d'emmener quelqu'un d'un point A à un point B, c'est beaucoup plus important que juste d'avoir une expertise générale, d'avoir plein d'informations, mais de pas forcément faire en sorte que les gens aient une relation de proximité avec soi. Tu penses que ça tue la confiance du coup aussi? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu as la confiance? Est-ce que tu penses que parce que l'expert est trop expert et trop au niveau au-dessus, que du coup les gens Ouais. ne se sentent pas compris ou ne se sentent pas au tu vois, c'est trop loin de leur réalité et du coup ils arrivent pas à s'identifier et ça casse aussi la confiance potentielle? Bah, je pense que ce qui est sûr, c'est que ce qui marche bien avec certains influenceurs aujourd'hui, c'est ce côté très authentique. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui percent, où justement ils sont, les gens arrivent à s'identifier à leur vie de tous les jours, notamment via des vlogs où en fait on les voit, faire à manger, mais des trucs très basiques, faire des trucs super simples et ça fait que les gens s'identifient plus simplement. Et donc oui, pour moi, s'il y a ce côté, je parle de manière trop compliquée, c'est trop sophistiqué, il y a trop de distance, alors oui, il y a potentiellement une barrière. Et c'est pour ça, pour moi, en fait, la définition très simple de l'expertise, c'est être capable d'expliquer à un enfant de 5 ans un domaine qui est complexe. Pour moi, si je sais pas expliquer quelque chose, c'est que je l'ai pas bien compris et donc les experts généralement, heu, vont avoir trop d'informations, vont vouloir partager trop d'informations, ce qui complique un petit peu ce passage de 0 à 1. Alors que, bah, si je sais juste faire un truc très simple, bah, je peux pas te l'expliquer de manière très compliquée. Ouais. Heu, est-ce que toi, tu as une définition qui est différente? En fait, en t'écoutant, en fait, je pensais à quelque chose et parce que moi j'ai parlé de confiance et je pense que c'est il faut savoir s'identifier à la personne. Vraiment, ce qui est important, c'est savoir s'identifier, pouvoir s'identifier à la personne et quand je réfléchis à un expert qui parle de choses très compliquées et cetera, bah, en fait, on va peut-être lui donner du crédit, mais on va pas pouvoir s'identifier et du coup, on va pas pouvoir aller acheter chez lui ou acheter ce qu'il vend. Moi, ma question, c'est est-ce que dans ce process-là, tu peux avoir la même chose sans s'identifier concrètement à la personne? Est-ce que moi, qui, voit Mathis à 21 ans qui fait 300 K et je vois toutes ses vidéos, je me dis: «Ah, c'est intéressant». Est-ce que je pourrais passer le pas acheter parce que je ne m'identifie pas à lui, ce mec de Dubaï de 20 ans et cetera? Tu vois ma question? Alors qu'un Stan Ouais. Leloup, je m'identifie beaucoup plus à lui. Bah, je pense que ça dépend. Là, tu mets un peu en barrière l'âge et je pense que c'est pas forcément l'âge qui peut être la barrière, mais peut-être, la manière dont il va communiquer son vécu, son ressenti, ce genre de choses qui vont faire que c'est différent. Genre, par exemple, moi, quand je vendais ma formation pour, des startups,
Bah, tu vois, c'était une formation assez conséquente, on vendait ça à 10 000 €. Bah, il y avait personne qui avait mon âge qui achetait la formation. Il y avait une personne qui avait peut-être 4-5 ans de plus, mais la grande, grande majorité en avait 40-45 ans. Parce que c'était plus ou moins la moyenne d'âge des gens qui pouvaient se permettre d'investir 10 000 balles dans une formation et dans un accompagnement, pour lancer sa boîte. Et je pense que là où les gens arrivaient à s'identifier à moi, c'était pas forcément dans mon âge, mais c'était peut-être dans ce que je communiquais, dans les problématiques que j'avais moi-même vécues. Et je communiquais beaucoup sur, bon, ben voilà, quand je suis allé lever des fonds, on m'a dit ça et ça et ça. Et par exemple, j'allais pas mettre comme objection le fait qu'on mon âge, et peut-être que si j'avais parlé de mon âge comme objection au fait de me donner de l'argent, des gens se seraient identifiés à moi et j'aurais eu potentiellement plus de jeunes. Mais étant donné qu'à 10 000 € par mois, les jeunes, c'était pas trop la cible, c'était pas un truc qui était nécessaire. Mais donc je pense qu'on peut s'identifier plus ou moins à n'importe qui, c'est juste une question de comment la personne va communiquer. Et c'est pour ça que quand on est très expert, il faut faire très attention à pas oublier ce côté packaging, ce côté storytelling. Mmh. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je m'identifiais beaucoup à Oussama Ammar, alors qu'on est quand même assez radicalement, enfin, on n'est pas radicalement différents, mais il n'y avait pas grand-chose qui fait que je m'identifiais à lui. Et énormément de gens s'identifiaient à Oussama Ammar parce qu'il mettait ce côté packaging, ce côté storytelling. Et si on prend le GOAT, on va dire, de tout ça, ça va être Yomi Denzel. Yomi Denzel, pour moi, il vendait principalement parce que les gens s'identifiaient à lui via son histoire personnelle de je viens d'un background qui est compliqué, etc., etc. Et cetera. Et donc, je pense que toi qui es grand fan de copywriting, sur ça, le côté bien parler des douleurs fait que les gens s'identifient et fait que les gens ont confiance en se disant ouais, il n'est pas juste expert, mais j'ai confiance qu'il sera me débloquer sur mes problématiques parce qu'il a vécu mes problématiques. Et tu vois, je pense que si moi je te parle de mon burn-out à 22 ans, même si tu en as 50 ans, et que je te dis comment je suis sorti du burn-out, Mmh. tu vas pas te dire ouais, c'est un petit jeune de 22 ans, tu vas te dire ah ouais, putain, il a vraiment vécu la même chose que moi, il sait ce que c'est un burn-out, il sait comment en sortir, et donc je vais m'identifier à lui. Pour moi. Je sais pas Ah, ce que tu super en penses? intéressant. Ouais, non, c'est super intéressant. Mais du coup, s'identifier, ça crée quand même beaucoup de confiance. Je pense qu'il faut Mmh. les 2 ingrédients. Et je pense que c'est difficile d'avoir confiance si tu as pas des valeurs communes et cetera et du coup, si tu t'identifies pas. Et je pense qu'on sous-estime, en tout cas moi de ce que je vois dans les contenus et cetera, on parle souvent de le contenu organique te crée la confiance, mais je pense que c'est aussi beaucoup de gens, ils vont se tromper là-dessus, c'est que ils vont faire du contenu très large qui parle à plusieurs avatars et cetera et du coup, ce qui se passe, c'est que personne s'identifie. En fait, du coup, tu ressens pas tes douleurs, la même chose et cetera, pas le même vécu, du coup, tu vends rien. Et l'expert, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pas tout le temps, hein, mais ils vont parler à trop de gens sur des problématiques complètement différentes. Du coup, personne s'identifie. Et peut-être qu'il a énormément de crédibilité, mais son message est complètement dilué. Et je pense que pour revenir à la question, c'est pourquoi les experts arrivent à moins monétiser. C'est parce qu'ils pensent peut-être que leur crédibilité, leur expertise suffit à vendre. Et ils oublient, comme tu disais, que le packaging, le marketing, c'est super important. Et à qui tu t'adresses, quelles problématiques tu résous, etc. Et je pense que c'est vu que tu n'as pas ça, tu n'arrives pas à t'identifier et du coup, tu peux écouter un peu de contenu parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais tu passeras jamais à l'action d'acheter. Je sais pas si ça fait sens? Et ouais, ça fait du sens, et je pense qu'il y a plusieurs exemples intéressants à donner sur ce sujet-là. Moi, un mec que j'adore, que j'écoute beaucoup, et je pense que je suis pas le seul vu sa popularité, mais en niveau podcast, c'est, Steven Bartlett, Diary of a CEO, et Ouais. là où il est excellent et où pour moi il met une culottée à tous les mecs qui font des podcasts, c'est parce qu'il arrive à poser les questions débiles. Mais vraiment les questions les plus basiques où on sait très bien que ça fait 150 fois qu'il entend les mêmes sujets parce qu'il est tout le temps en podcast, mais il va quand même prendre, le positionnement de: «Je ne connais rien et je vais te demander» la question comme si vraiment j'avais aucun savoir sur quoi que ce soit, et ça permet vachement de s'identifier. Mais il sait que les gens savent qu'il est pas con et du coup, il peut prendre cette posture Ouais, complètement. de pseudo-humilité. Voilà, c'est vraiment complètement de la pseudo-humilité, mais il le fait très bien, il le fait avec un naturel qui fait que, bah, les gens s'identifient à lui, et je pense que, tu vois, dans les exemples des meilleurs qui font ça, Alex Hormozy, pour le coup, c'est l'inverse. Moi, j'ai du mal à m'identifier à lui, mais il a tellement une forte expertise que là, pour le coup, tu es quand même attiré par lui parce que tu veux débloquer ton business, et même si tu Mmh. t'identifies pas, pardon, à ce mec-là, bah, tu peux y arriver parce que tu te dis: «Ouais, il est juste trop fort, il va réussir». Mais je pense que ça, c'est sur un sujet business où tu as un retour sur l'investissement qui est direct. Mais si on parle de créateurs sur d'autres sujets, bah, tu vois, Mister V, je vais acheter sa pizza parce que, bah,
Je le trouve marrant, je vais un peu m'identifier dans le personnage, et il va me faire marrer et du coup, je vais créer une connexion un peu émotionnelle avec lui et ça, c'est super important. Je pense que le point de vue business, c'est le seul endroit où même si tu t'identifies pas, si tu es suffisamment expert et suffisamment bon dans communiquer cette expertise et de la vulgariser, hein, les bouquins d'Alex Hormozy sont ultra vulgarisés, bah, dans ces cas-là, tu peux y arriver. Mais je te prends un exemple d'un créateur avec lequel on a tous les 2 bossé, Timothée Moirou. Je pense que lui est très jeune, je pense qu'il a 26-27 ans, il a 130 biens. Bah, pour un autre jeune, pour moi, ça met une barrière à l'entrée de se dire: «Waouh, il a tellement de biens, il est tellement plus loin». Donc soit il y a des gens qui s'identifient à lui parce que, bah, ils se disent: «Waouh, il est tellement fort que je vais faire appel à lui». Mais d'un autre côté, en fait, ses clients ils avaient rarement notre âge. Ils avaient rarement 26-27 ans parce qu'ils se disent: «Ouais, mais bon, le mec, il a 2 enfants, le mec, il est médecin». Enfin, le mec, il avait tout d'un overachiever et je pense que pour un mec lambda qui se dit: Ça Ouais, fait je veux peur. juste acheter mon premier bien», ça fait peur. On se dit: «Il faut être Ouais. Timothée Moirou pour acheter chez Timothée Moirou». Parce que sinon le mec il met trop de distance. Alors il y a des pères de famille et des gens qui vont s'identifier dans son côté, dans son personal branding, hein, qui fait très bien et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Mais voilà, c'est très important de même si on a une expertise, même si on a 130 biens, d'arriver à garder cette relation. Et pourquoi du coup c'est, si on prend les autres personnes, ces, pseudo nouveaux experts, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils font de différent qui fait qu'ils justement, ils arrivent à beaucoup mieux monétiser, beaucoup plus rapidement, avec moins d'expertise dans le fond ou dans la quantité? Peut-être pas dans la qualité, ça va dépendre des personnes, mais tu vois, Qu'est-ce qu'ils f qu'est-ce qu'ils font de différent? Qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à j'aime bien opposer les 2 comme ça, on imagine le truc. Alors c'est des avatars complètement fictifs, hein, mais on va prendre, moi, mon cas, le 36-37 ans, qui a fait 10-15 ans dans une grosse boîte, enfin dans des grosses boîtes et cetera, qui a des expertises très précises versus le petit jeune qui a vécu avec l'air de, le business en ligne depuis, quelques années et qui à 20 ans arrive à générer 30-40-100 000 € par mois. Tu vois, si on oppose les 2, pourquoi qu'est-ce que l'un a compris que l'autre n'a pas compris? Bah, écoute, ils ont compris, moi, la leçon qui m'a coûté très cher, qui est que parler de ton expertise, montrer que tu as le meilleur produit, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te rendre viral et ultimement, c'est la fréquence d'exposition qui fait que tu as des clients. Pour moi, plus tu es visible, plus tu vas avoir des gens qui vont te voir, qui vont commencer à te faire confiance. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a cette espèce d'effet un peu bizarre qui a un effet d'halo, un effet d'aura, où plus on te voit et plus on te donne de la crédibilité parce que tu deviens un visage familier. Et je pense que je vais sortir une théorie biologique à la con, mais à mon avis, la personne la plus visible dans une tribu, c'est la personne qui est responsable et donc on lui donne logiquement un peu plus d'importance. Je pense que c'était une théorie dans Homo sapiens ou c'est une théorie à la Grégory Michel et vous m'en voudrez pas, mais voilà. Dans la logique, on a toujours une petite fascination pour une star, pour quelqu'un qu'on voit souvent et on lui donne une crédibilité, une expertise qu'il a Plus pas de crédit forcément. q ouais, ouais, Plus de ouais, crédit. Et donc, moi, ouais. personnellement, je pense que j'avais vraiment le meilleur programme d'incubation pour start-up, mais on n'avait pas assez de visibilité comparé à un Oussama Ammar, où je pense que lui était un monstre en visibilité, mais The Family dans l'accompagnement au day-to-day était peut-être moins bon, peut-être, hein, que nous pour accompagner des start-up étape par étape, tu vois? Parce que ça, l'étape par étape, moi, je le connaissais très bien, je l'avais vécu plein de fois, les experts qu'on avait étaient pareils. Mais donc, je pense que la grosse différence, c'est que moi, je me focalisais sur construire le meilleur produit, faire le meilleur accompagnement possible, alors que lui, par exemple, se concentrait sur visibilité, visibilité, visibilité. Résultat, il y en a un qui fait un lancement à 2 millions, il y en a un qui fait un lancement à 20 000 €. Donc l'exposition est plus importante que l'expertise, même si là, tu vois, c'est pas antinomique, ça s'oppose pas. Et tu as parlé d'un truc qui est un peu le produit versus, enfin, produit delivery versus, l'acquisition de marketing. Moi, je reviens aussi sur, cette partie-là. Je pense que ces personnes qui ont réussi vraiment à mieux monétiser, tu as l'exposition, je pense que je suis assez d'accord avec toi, ça crée la confiance et cetera. Mais je pense qu'ils ont compris comment fonctionne le packaging, le marketing et l'acquisition, qu'ils ont compris l'importance et que ce 20-80, ils mettent le 20 qui va ramener les 80 en marketing acquisition. Les autres, souvent, ils mettent le produit et on peut le voir dans les SaaS et dans les, tu vois, dans la tech. C'est des mecs qui vont bosser 1 an sur leur produit et après ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Les autres, ils vont se dire: «Non, on confronte au marché, on lance un truc. Le plus important, c'est de faire venir des gens et ensuite on va trouver des solutions pour les qualifier». Et un peu ce que Stan nous parle de lancement inversé, c'est je lance ma stratégie d'acquisition pour une formation et je la fais ensuite. Ce que vous avez fait avec Oussama, tu pourras raconter et Yomi. Mais je pense que c'est ça, c'est que
l'expertise seule ne suffit pas, le produit seul ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est maîtriser cette stratégie d'acquisition, de conversion, d'exposition. Tu as ça, le produit est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que les gens vont te dire ce qui va pas. Les gens vont te dire ce que tu as besoin. Ils vont avoir confiance. Le produit, c'est plus simple. Et je pense que c'est ce ratio qu'ils vont inverser. Et souvent, les experts, je trouve qu'ils mettent trop d'emphase sur le produit, sur la delivery, sur ce qui pour eux est important. Alors que non. Ce qui est important, c'est comment tu fais venir les gens. Bah, sur ça, je suis complètement d'accord et je pense qu'il y a des barrières psychologiques, ce sera intéressant d'en discuter après. Pourquoi est-ce qu'un expert, a pas envie de lancer d'abord du marketing? Mmh. Probablement parce qu'il a envie de maîtriser toute la on va dire la chaîne de distribution, toute la valeur pour être sûr de pouvoir communiquer quelque chose dont il est vraiment fier et dont il pense que ça va apporter beaucoup de valeur. Ce qui fait du sens a priori, mais après de nouveau, toi qui étais dans la restauration, il faut faire goûter, tes plats aux gens, sinon tu sais pas si ça plaît à tout le monde et c'est comme ça avec du feedback que tu vas pouvoir l'améliorer et nous on l'a vu et moi je l'ai vu, à chaque fois je fais des formations ou je fais des produits et en fait, ça bide parce que les gens, ils ont pas du tout du même avis et ça répond pas complètement aux mêmes problématiques et donc faut faire évoluer. Il y a rien de mieux que le feedback pour ça. Mais pour toi, c'est quoi les barrières psychologiques qui font que, bah, un expert se dit: «Bah, je vais pas faire de marketing directement, je vais pas faire un lancement sans avoir tout construit». Est-ce que c'est un manque de savoir-faire sur le système à mettre en place pour faire un peu ce fake Mmh. it till you make it? Ou est-ce que c'est des barrières psychologiques qu'on a en tant que, francophone, où on a peur de l'échec, on a peur du jugement? Enfin, tu vois, c'est quoi un peu ces critères? Ouais, c'est une super question et je pense qu'il y a plein de choses sous-jacentes. Je vais prendre mon cas parce que je pense que je fais partie d'une grande catégorie de ces experts qui ont fait, on leur a dit, fais une carrière en CDI dans plusieurs boîtes, c'est comme ça que tu construis, etc. Et en fait, tu rentres dans un écosystème qui te lave un peu le cerveau. Et à part si tu es dans une équipe de sales, bah, tu fais pas beaucoup de ventes. J'ai géré des grosses équipes, tu fais du recrutement, etc. Mais la vente, c'est pas vraiment ta responsabilité. Et du coup, tu deviens un expert où tu vas vouloir lancer ton business. Et la première chose que tu vas vouloir faire, c'est faire beaucoup d'heures, complexifier. Parce qu'avant, c'est comme ça que tu étais jugé. Voilà, j'ai fait ça, c'est super bien, c'est super compliqué, etc. Et tu vas oublier de faire une première chose parce que tu as peur, parce que tu as peur de vendre, parce que tu as peur de te mettre à nu, parce que tu n'as jamais fait ça ou parce que c'est compliqué. Et en fait, bah, tu vas tout faire, sauf faire le truc le plus important, c'est d'aller trouver des clients. Et je pense que la première barrière, en tout cas pour moi, c'était une vraie peur de vendre, qui est complètement irrationnelle. Parce qu'en fait, tu prends des feedbacks toute la journée sur ton travail quand tu étais dans des grosses boîtes ou peu importe. Mais en fait, là, c'est à ton compte, c'est pour toi. Et en fait, chaque feedback potentiel sur tes clients qui te disent non, c'est limite toute ta vie qui est remise en jeu. Et en fait, donc, première chose, c'est avoir cette peur. Euh, Ensuite, je dirais, on a tendance à croire que c'est assez compliqué de mettre un système d'acquisition, etc. Alors oui, quand tu as des grosses boîtes comme on avait chez Yomi ou d'autres, c'est des grosses boîtes, donc tu as des tunnels compliqués, un marketing compliqué, mais tu as aussi des grosses équipes. Quand tu te lances ou quand tu veux faire scaler un business qui fait quelques milliers d'euros par mois et tu vas aller plus loin, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Et la magie de l'organique, et c'est aussi pour ça que nous pousse à fond l'organique, et c'est ce que travailler chez Mindo pour Yomi, c'est ce qu'on faisait beaucoup, c'est que quand tu fais du bon contenu organique, bah t'as pas forcément besoin de vendre. Et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est déjà, j'adore faire du contenu organique, j'adore partager des choses. En fait, cette confiance, cette valeur que tu donnes, ce biais de réciprocité que tu donnes avec les gens, bah, en fait, à la fin, quand tu parles d'un problème, d'un avatar et de comment le résoudre, et que tu en parles suffisamment souvent, que l'exposition dont tu parlais, elle est là, le jour où cette personne a ce problème-là, tu viens top of mind. Du coup, ils arrivent en call ou sur ta landing page. Et ils ont besoin de 10%, c'est d'être rassurés, d'être câlinés, et ils achètent. Et nous, ça nous arrive souvent. Les personnes qu'on a en rendez-vous, en call, ils sont déjà presque closés en fait, parce qu'ils nous ont vus, ils ont confiance. Alors ouais, on n'a pas des gros chaînes. Par contre, on a des personnes qualifiées. Ils arrivent, bah, et c'est juste, ok, j'ai quelques questions, et ça close rapidement. Et finalement, cette peur de vendre, bah, elle est surdimensionnée. Cette angoisse, elle est surdimensionnée, parce que si tu fais les choses bien, c'est jamais de la vente. La vente, c'est pas votre téléphone. Oui, bonjour, est-ce que vous voulez résilier votre abonnement de SFR? Dans ces business-là, c'est pas ça. Dans ces business, c'est à trouver un problème, tu l'as articulé correctement dans ton contenu, les gens, ils ont besoin de toi, et en fait, c'est plus eux qui veulent t'acheter. Je sais pas si tu vois. Donc le premier point, c'est vraiment cette peur de vendre, souvent mal positionnée. Toi, t'en vois d'autres? Ouais, alors, bah, sur la peur de vendre, je pense que tu as raison et je pense que c'est ce que tu dis
est très pertinent. C'est vrai que, bah, moi qui fais beaucoup d'appels de vente en ce moment, bah, en fait, je fais jamais un appel de vente. Enfin, je considère même pas ça un appel de vente et je pense que c'est hyper important de reframe, de changer la perception qu'on Positionner. a de ce qu'on appelle un appel de vente avec, un appel de conseil, un appel d'audit, un appel où tu es là pour donner de la valeur parce que moi, c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, je vous conseille de prendre un appel, c'est gratuit, ça dure 45 minutes et c'est pas pour faire ma petite promo, c'est vraiment vous allez vous rendre compte, faites-le pour le bénéfice de voir ce que c'est un appel de vente, comment moi je le vois. C'est vraiment, je vous pose des questions, j'essaie de comprendre votre situation, je vous donne un maximum de valeur et puis à la fin, si vous trouvez ça bien, on discute de comment je peux vous aider plus loin et à ce moment-là, bah, il y a un échange monétaire parce que forcément je vais pas vous donner des appels de vente gratuits, ad vitam aeternam. Mais pour moi, l'idée, c'est que quand vous ressortiez, vous ayez pris un maximum de valeur et que vous vous disiez: «Putain, si je continue à bosser avec lui, il y en a tellement sous le capot que je vais forcément décoller et que je vais forcément apprendre plein de trucs et que ça va forcément aider mon business». Et vraiment, je pense que tout le monde doit avoir l'appel de vente comme ça, c'est comprendre la personne, montrer que vous comprenez sa situation, montrer que vous êtes passé par cette situation, montrer que vous avez les outils qui vous ont permis de sortir de cette situation et commencer à lui donner justement concrètement un plan d'action sur comment mettre en place ces outils. Et puis à la fin, vous lui dites, bon ben voilà, on sait très bien que je peux te faire le meilleur programme de sport. Si je suis pas là derrière et que je te le fais pas évoluer avec toi et que je te fais pas du coaching, il y a de fortes chances que, bah, dans quelques mois, tu es toujours au même stade. Et donc moi, on a un bon feeling, on se marre bien, c'était sympathique. Est-ce que ça t'intéresse que je te suive sur plus long terme? Et c'est comme ça, en fait. Et la personne a tellement de valeur et voit qui je suis et d'où je viens que, bah, généralement, ça dit oui. Et j'ai pas du tout eu l'impression de vendre. Au contraire, je me suis fait kiffer. Moi, j'aime bien donner de la valeur aux gens et ça se passe bien. Donc sur ça, moi, il faut vraiment reframe et revoir la manière dont on pense l'appel de vente parce que c'est pas de la vente pour moi. C'est juste de la valeur. Et puis l'autre truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'experts. Alors là, ils ont déjà créé du contenu, mais il y en a quand même beaucoup qui, pour moi, ont quand même peur de s'investir trop, ont quand même peur d'être sur tous les réseaux, ont quand même peur de sortir un peu de leur zone de confort. Et donc, bon, déjà, on parlait des experts qui créent du contenu, donc c'est top. Ils ont déjà un peu franchi cette étape de se dire: OK, je vais être jugé. OK, les gens vont voir mon contenu. OK, ils vont peut-être me dire, mes confrères, experts comptables vont me dire: «Non, mais là, c'est pas exactement ça» et cetera. Ça, c'est bien, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, en fait, sont trop perfectionnistes, ont trop peur du regard des autres, ont cette fausse impression comme quoi il y a toute la terre entière qui vont les juger et à Noël, il y a tout le monde qui va dire: «Eh, regarde ton contenu, machin», alors que c'est pas vrai, en fait. Il y a des milliards de contenus sur internet. Les gens sont pas là à enfin, franchement, personne va passer 25 minutes à regarder une vidéo pour se moquer. Bah, ou alors vraiment, c'est des gens qui ont rien à foutre et dans ces cas-là, leur C'est avis, un problème, ouais. franchement, faut rien en avoir à foutre non plus. Parce que enfin, moi, mec qui passe ses journées à regarder mon contenu pour me dire: «Ah, bah, c'est de la merde», bah, honnêtement, trouve-toi un job et fais autre chose et construis et puis on rediscute plus tard. Mais donc voilà, donc pour moi, il y a ce blocage aussi que beaucoup d'experts ont de cette, médiatisation, de publier des choses et de se dire: «Ah beh, je sais pas, il y a des gens qui vont regarder et ça me stresse et du coup, je me donne pas à fond et du coup, j'ai pas forcément les résultats ou je me laisse pas toute la créativité et tout ce qu'il faut pour y arriver». OK. Hem, je suis assez d'accord et je veux revenir sur 2 points parce que je pense que ça va toucher aussi à la stratégie de contenu et j'avais une question là-dessus. Si on va justement sur la façon dont les experts font du contenu et ce qu'ils devraient faire à notre avis, hem, tu as parlé d'être sur tous les réseaux. Tu penses qu'un expert doit être sur tous les réseaux? Non. Non, non, je pense pas. Après, ça va dépendre du sujet et donc j'ai pas envie de donner une recommandation trop généraliste, mais généralement, maîtrisez un seul réseau très bien, devenez excellent dans un réseau, soyez régulier dans un réseau et c'est ce qui va faire que ça marche mieux. Ouais. Après, si vous publiez des shorts sur TikTok, pourquoi pas les mettre sur Instagram et sur YouTube? C'est pas et je pense que Mmh. voilà, un Hormozy aujourd'hui qui a une équipe, évidemment que, Ouais, ça aussi, publier ouais. sur LinkedIn est intéressant, mais pour commencer, si vous avez une petite audience, maîtrisez bien votre réseau social principal. Mais si ça vous prend 2 minutes de publier votre short sur d'autres réseaux, bah, en fait, ça augmente l'exposition, ça peut pas vous faire de mal. Mais pour moi, faut OK. penser à un seul truc. Qu'est-ce que tu en penses? OK, OK. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Pour moi, pour moi, je suis un surfan de YouTube, et pour moi, c'est je pense qu'on reviendra là-dessus parce que c'est pour moi le réseau par excellence. Au global, j'ai une question plus large sur le contenu pour toi. Est-ce que tu penses que le problème, des experts qui n'arrivent pas à monétiser ou mieux vivre de leur contenu, c'est vraiment
qui manque la fin de donc la partie de conversion, acquisition, stratégie marketing, etc., pour faire transformer les abonnés en clients? Ou est-ce qu'il y a aussi un problème sur leur façon et leur stratégie de contenu? Bah, généralement les 2, mon capitaine, parce que personne n'est excellent dans tout et c'est compliqué d'avoir le bon angle sur tout. Mais bah, et premièrement, il y a ceux qui ont juste pas d'offres, ils savent pas ce qu'ils peuvent faire et Ouais. j'en vois même des énormes créateurs avec des millions d'abonnés qui se disent: «Mais je sais pas ce que je peux vendre. Franchement, j'ai aucune idée de ce que À je peux part du vendre». sponsoring et AdSense, Complètement et il y en a qui gagnent très bien, hein, s'ils ont des millions, je vais pas mmh, pleurer pour eux évidemment, ils gagnent très bien. Mais je pense qu'il y a un gros intermédiaire où j'ai 10, 20, 50, 100 000 abonnés et où j'ai développé une vraie expertise dans plein de choses et en fait, je me retrouve à mal gagner ma vie alors que j'ai une vraie expertise dans quelque chose. Un expert comptable qui va juste faire des vidéos et qui se dit: «Mais je vois pas ce que je pourrais vendre». Ça, c'est le premier truc et je pense que c'est très important d'arriver à créer une offre et à trouver une bonne idée d'offre qui te ressemble et qui apporte de la valeur et dont tu peux être fier. Et il y a plein de choses et les gens, ils sous-estiment complètement toutes les possibilités de business qu'on peut faire quand on a une audience. Donc déjà, pour moi, il y a la première chose qui est, bon, bah, c'est important de comprendre, c'est quoi mon offre et comprendre que c'est pas très compliqué de mettre en place une offre. Bah, là, on a un nouveau client. En 8 mois, il a plus de 50 ans. En 8 mois, il a réussi à générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'il y a 8 mois, il savait pas allumer un ordinateur. Et que là, il m'a dit, c'était il y a quelques mois qu'il a appris le copy paste. Donc, il y a pas besoin d'être un énorme expert dans le digital pour réussir à faire de l'argent digitalement. Et je sais que ça peut paraître fou. Moi, quand il m'a dit ça, j'étais quand même assez surpris. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, mais c'est vraiment ça le pouvoir d'avoir une bonne offre pour son audience. C'est que i si ça ouais, et répond à d'avoir un une bonne besoin audience pour ton offre. et d'avoir Pour une moi, bonne c'est audience ça. pour ton Pardon, je offre. t'ai coupé, hein. Ouais. Oui, si tu veux vendre du kombucha et que tu es Squeezie, je suis pas sûr que l'adéquation offre-audience soit la meilleure. Je pense que Squeezie aurait pu faire une meilleure boisson pour son audience, mais Ouais. évidemment, il y a clairement une corrélation. Après maintenant, voilà, si vous avez une expertise et que les gens vous connaissent pour votre expertise, bah, généralement, à part si maintenant vous allez vraiment partir sur du contenu très, très large, il y a une forme d'adéquation et on peut trouver ça. Maintenant, ce que tu disais, et je pense que je vais te laisser en parler parce que tu maîtrises mieux le sujet, sur faire le bon contenu pour son audience, je pense qu'il y a plusieurs formats à utiliser, mais je sais pas si toi tu veux peut-être rentrer dans la théorie? Ouais, je vais essayer de faire simple, de ce que moi je perçois. Première chose, il faut bien distinguer d'avoir une audience qualifiée. Tu peux avoir une audience de 20, 30, 100 000 personnes, enfin abonnés. Si tu parles de différents sujets, de différentes choses, tu n'as pas une audience qualifiée. La personne dont tu parlais, le nouveau client, là, c'est quelqu'un qui a commencé il y a 8 mois. Par contre, il a pris un problème, une audience, et il a fait que ça. Son produit, enfin son contenu, c'est pas le contenu le mieux monté, beaucoup de choses raw et tu vois très brutes. Par contre, il a compris un truc, et ces personnes-là ont ce problème, et je suis un expert qui le résout. Du coup, là, je crois que c'est 4 ou 5 000 abonnés. Il publie une vidéo, il y a déjà 1000 personnes qui l'ont vu en quelques heures, liké, ils sont hyper qualifiés et c'est comme ça qu'il fait des ventes. Et du coup, il faut vraiment distinguer le truc. Nous, quand on prend les personnes en diagnostic ou en call, si là, la personne a 50 000, 20 000, 20 000 ou 50 000 abonnés, que quand on arrive sur la page, et je l'ai vu il y a pas longtemps, la personne parle au thérapeute. En grand, sur sa page YouTube, c'est j'aide les thérapeutes à monétiser ou je crois que c'était à créer du marketing pour les thérapeutes. Juste en bas, il te parle de plugin WordPress, etc. Si tu arrives, c'est illisible. Ce qui se passe, c'est que ces nouvelles vidéos, il les publie. Il a, je crois, 10 000 abonnés. Chaque vidéo ramène 40, 50 vues. Alors, les vues, c'est pas le plus important. Mais là, on voit qu'il y a un problème parce que on ne s'identifie plus, on ne comprend plus qui il est et on ne comprend plus en une phrase qui il aide, comment, pourquoi. Et, et du coup, voilà. Pour moi, il y a vraiment une distinction sur. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vues, c'est la qualité. Vraiment, pour construire un business, c'est le plus important. Donc, déjà, il faut faire cette partie-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si on prend YouTube, YouTube, quand tu publies une vidéo, il va d'abord la publier au premier cercle. Le premier cercle, c'est ton audience, c'est les gens qui te connaissent. Et en fait, il va tester. Si cette vidéo fonctionne avec cette première partie qu'on appelle la tribu, nous on appelle la tribu, alors il va la pousser à un deuxième cercle, c'est des personnes avec des intérêts similaires, qui ne sont pas forcément proches, mais il y a un lien. Jusqu'au cercle 3 et 4, et le cercle 4 c'est complètement les touristes, ils n'ont rien à faire là. Et en fait, il va tester à chaque partie. Les créateurs, les squeezies, etc., ils doivent aller dans tous les cercles, parce qu'ils ont besoin d'énormément de volume
pour vivre de l'AdSense, du sponsoring, etc. Quand tu es un expert, tu n'as besoin d'aller que dans le 1, 2. De temps en temps, tu vas dans le 3 pour recruter les nouvelles personnes qui viendront dans ton 1 ou 2. Et en fait, il va se passer, c'est que beaucoup d'experts vont vouloir faire que du contenu pour des grands cercles, donc 3 et 4. Ils vont attirer n'importe qui. Les personnes ne s'identifient plus. Et du coup, même s'ils ont une offre, ils n'arrivent pas à la vendre parce que les gens n'ont pas confiance, ils se disent, c'est trop bizarre. Donc la stratégie de contenu est très simple. C'est, tu fais à 80% du contenu pour ton cercle 1 et 2. Tu fais du contenu qui aide ces gens-là. Tu as une problématique, un avatar, et tu fais que ça. Les 20 derniers pourcents, c'est de temps en temps, tu fais un contenu un peu plus large pour aller pêcher parce qu'il y a quelques poissons au large qui savent pas encore que tu existes et qui sont tes potentielles personnes de la tribu. Je sais pas si je l'ai synthétisé et simplifié. Ça fait sens? Ouais, ça fait sens et je pense, pour vous donner des exemples comme ça peut aussi, illustrer bien. Hem, Bah, typiquement, moi, ma chaîne de base, elle est orientée très startup parce que moi, j'aide les startups de base. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour aider les créateurs parce que, bah, j'ai changé de niche, mais j'ai pas créé de nouvelle chaîne, par flemme, parce que j'avais pas envie de repartir de zéro. Heu, Est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce que je l'ai fait quand même? Oui. Est-ce que je suis une personne intelligente? Non, du coup. Pour être très honnête, si vous regardez beaucoup des gros créateurs aujourd'hui, il y en a beaucoup qui évoluent avec le temps, parce que c'est normal. Bah, prenons Yomi Denzel, son contenu Ouais. évolue, sa personnalité évolue, ses envies business ont évolué, mais aujourd'hui, du coup, il fait beaucoup moins de vues parce qu'il est sorti de son avatar de base, de sa niche de base et de pourquoi son audience le connaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, des petits créateurs qui viennent de démarrer font parfois plus de vues que des énormes créateurs. Et c'est un peu le paradoxe que les gens comprennent pas, mais YouTube, la manière dont l'algorithme pousse les choses, c'est que si vous avez une très bonne vidéo sur un sujet, on s'en fiche un petit peu que vous soyez très connu. Les gens vont la regarder si elle est très qualitative, que vous avez de la bonne rétention, etc., etc. Le seul truc, c'est que bah, généralement, si vous êtes très connu, vous avez développé des compétences à l'oral, en vidéo, etc., qui fait que vous avez un avantage sur la qualité de vos vidéos et sur votre rétention et que plus les gens vous connaissent, plus les gens vont rester parce qu'ils ont un peu confiance que votre contenu va être qualitatif. Mais en réalité, c'est ça le gros paradoxe aussi pour les gros créateurs, c'est qu'ils ont des envies qui sont différentes, leur chaîne n'est pas connue pour ça. Quand ils essayent de sortir de ce format-là, c'est très difficile. Et donc généralement, il vaut mieux recréer une chaîne de zéro. Et d'ailleurs, c'est ce que Yomi vient de faire avec sa chaîne dédiée au vlog, parce qu'il se rend compte qu'en fait, bah, les mecs qui le suivent pour ses conseils, très, mindset business, bah, en fait, ils s'en tapent un peu plus de son vlog et à mon avis, sa chaîne de vlog va mieux fonctionner. Et je pense que on a tous, craché, enfin craché, je pense pas que c'est le bon terme, mais on a tous, un peu pointé du doigt, Thibaut InShape, qui est un peu l'extrême de ça, qui est le mec qui a voulu grossir comme un malade avec des shorts où en fait, il s'est fait une audience de gens, qui sont pas forcément francophones, qui du coup regardent plus ses vidéos long format, mais du coup YouTube comprend pas et qui les push et du coup il fait beaucoup moins de vues et du coup il fait beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'il pourrait faire parce qu'il fait 3 millions de chiffre d'affaires avec 27 millions d'abonnés, ce qui paraît, beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, mais pour le numéro 1 en France, c'est absolument rien. Franchement, on a des créateurs qui font plus que ça avec, 40 000 abonnés et donc voilà. Mais du coup, pour répondre un petit peu à ce que tu disais, je pense que c'est très, très important d'être monosujet, de choisir sa niche et de pas avoir peur de se nicher et de répéter les mêmes choses et le dernier exemple que j'ai envie de donner, c'est, alors j'oublie toujours le nom de la chaîne, mais c'est marqué docteur quelque chose, donc déjà on se dit que c'est très crédible. C'est, un mec, ça fait je pense 2 ans, qui fait exactement, mais vraiment exactement la même vidéo sur comment perdre du gras au niveau du ventre. Ce qui bon, si on connaît un petit peu la logique, on peut pas cibler le gras, mais la perte de gras, mais bref et il fait toujours la même vidéo, les 5 meilleurs exercices pour perdre du gras, comment aller en dessous de 15 et vous regardez chaque vidéo, c'est exactement la même. Les commentaires disent tous: «C'est exactement la même vidéo que la dernière fois». Ça fait 2 ans, c'est toutes les semaines ou tous les 3 jours, il sort cette vidéo, mais il fait quand même plein de vues et il fait plein d'argent en vendant son truc parce que, bah, il a toujours des nouvelles personnes qui regardent et il tape toujours le même message et les gens se disent: «Bon, bah, quand même, force, il est super crédible» et donc faut pas aller dans cet extrême où, bah, vous faites tout le temps la même Ouais. vidéo, mais c'est un petit peu ça maintenant sur YouTube. C'est que si vous avez une niche, vous répondez bien aux problèmes, bah, en fait, matraquer le même message, ça fonctionne parce que vous Les gens, ils devenez oublient. connu pour ça. Et les gens, ils oublient et les gens, ils vous découvrent à nouveau et les gens, ils voilà, c'est juste, les gens, ils vont vous identifier en docteur perte de gras et c'est comme ça et je vous dis pas que vous avez besoin d'être docteur perte de gras, mais je vous dis juste, les experts ont souvent peur de se dire: «Quel sujet est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai déjà abordé tous ces sujets». Il y a plein de sujets,
Faut être connu pour une spécialisation, et aller voir, ce médecin qu'on mettra à l'écran, mais ouais, il y a pas besoin de réinventer Ouais. la roue. Et alors, plein de trucs là-dessus pour rebondir. Première chose, c'est, alors ouais, pour moi, c'est super intéressant de pas oublier que et tu vois Ali Abdal, chaque année, il fait deux trois vidéos les mêmes, c'est, comment réussir à monétiser ton contenu sur YouTube, pour 2026 et cetera. Il le remattraque parce que les gens oublient et pourtant les mêmes gens regardent. Mais c'est pas pour autant qu'en fait tu peux pas avoir une niche et faire plein de types de contenus, des angles différents et kiffer avec ton expertise et moi je pense que c'est super important de toujours c'est ton contenu sert à ton business, mais ton contenu doit aussi te donner de l'énergie parce qu'en fait, ton rôle, c'est de faire le meilleur contenu possible. Et si tu fais du contenu que pour vendre, ça va être éphémère. Donc vraiment, pour moi, c'est comment tu transformes ce mode artiste, un peu créatif, expert, où j'adore faire du contenu pour expliquer des choses, mais je ne sais pas forcément bien vendre ou améliorer ma vente et mon tunnel. C'est vraiment garder ce côté artiste, mais le rendre un peu plus rationnel. Première chose. Et deuxième chose, sur ce que tu disais sur la fin, pour moi, il y a un concept très fort, c'est en anglais owning a space ou posséder un territoire. Et quand je parlais tout à l'heure de quand les gens te regardent et ils ont un problème, tu es top of mind, donc tu viens directement, tu deviens un réflexe et c'est primordial, c'est la différence. C'est que si tu te niches mais mal, si tu ne deviens pas le réflexe pour les gens sur cette problématique, c'est que tu n'es pas encore au niveau ou tu n'es pas encore là où tu devrais être. Je te prends l'exemple de, je sais pas, Shubham Sharma sur la productivité. Si tu penses aux ads Meta, tu penses à Théo Lyon. Tu penses à Startup, bah, en ce moment, tu penses à Guillaume Diaz ou à Guillaume Moubèche ou Carlos Diaz avec Silicon Carnet. En fait, il faut que tu deviennes le réflexe pour les personnes. Comment tu fais ça? C'est que tu parles de ton expertise tout le temps, correctement, avec des angles différenciants. Tu deviens vraiment l'expert crédible. Tu en renforces l'exposition avec ta secret sauce. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que tu dois posséder un territoire, mais tu dois posséder avec ta secret sauce. Et pour moi, c'est la clé du succès. Si vraiment tu veux exploser, c'est tu es le réflexe sur un sujet précis et les gens te reconnaissent et se souviennent de toi parce que tu as une secret sauce. Et pour moi, je sais pas si je te dis justement, bref, tu penses à quelqu'un qui possède vraiment un territoire et qui a une secret sauce différente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient directement en tête, toi? Oui, mais après je pense que, je nuancerais le côté secret sauce parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent et qui ont pas cette secret sauce. Je pense que là, on part, je pense dans le débat, est-ce que tu es un artiste ou tu es un artisan? Pour moi, les artistes ont une secret sauce, l'artisan l'a pas forcément, mais juste il a une bonne expertise. Mais tu peux faire beaucoup d'argent en étant un artisan. Pour moi, Yomi a pas forcément de secret sauce. Yomi est juste top of mind sur de l'e-commerce et il fait beaucoup d'argent, mais son contenu ressemble à beaucoup de contenu ou alors c'est peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant font le même contenu que Yomi et du coup c'est sa secret sauce est un petit peu noyée. Heu, mais hem, mais oui, moi, quand tu me parles de secret sauce, je pense à un Casey Neistat sur le vlog qui a un peu, c'était Ouais, pour moi le papa du vlog et qui a son style. Mais lui, pour moi, c'est un artiste et Go est un artiste et donc il a sa secret sauce dans son storytelling. Mais je pense que on connaît pas mal, enfin, tu vois, Timothée, pour moi, n'a pas de secret sauce, à part son parcours qui est un peu une secret sauce. Timothée Moreau sur bah, l'immobilier, Théo Rizzi non plus, le pour moi, a pas de backstory, secret sauce. la backstory, ta story, pour moi, c'est ta secret sauce. Ça peut être une grosse secret sauce. Et, Timothée qui est médecin à 25 ans, marié, 2 enfants, qui a 130 biens, c'est différent. Ouais, alors là, sur ça, je te rejoins, mais c'est pas une secret sauce à la vidéo, c'est juste il a un parcours atypique. Ouais, ouais. Et donc pour moi, il exploite bien son parcours atypique, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des parcours moins atypiques et qui pourtant font beaucoup d'argent et ils ont rien d'exceptionnel et je pense que c'est un peu ce qu'on disait, l'expertise, elle est relative et donc tu as pas besoin d'avoir quelque chose d'exceptionnel, tu as juste besoin d'avoir quelque chose en plus que ton audience. OK. OK, OK. Ouais, je pense que je te rejoins, et je pense que c'est mon côté artiste, de d'avoir cette secret sauce différente. Je pense que moi, je le vois plus comme un avantage concurrentiel sur du long terme, parce que sur du court terme, tu peux. Par contre, sur du long terme, je pense qu'il faut avoir un truc différenciant, et tu pas obligé de l'avoir au départ, mais je pense que c'est à force que tu vas l'avoir aussi, tu vas le développer. Mais OK. En fait, je pense que tu peux développer ta secret sauce comme tu dis, mais je pense que ça doit pas être enfin, je trouve que quand on parle de secret sauce, on entend un truc qui est unique, singulier à toi et je pense que c'est très difficile avec le nombre de créateurs d'avoir un truc unique et singulier à toi. Par contre,
tu peux avoir ta personnalité, tes petites différences que tu mets en avant et ça suffit pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir bien vendre. Tu as un coach de fitness, bah, peut-être tu as plus d'humour, peut-être que tu as, des plus gros biceps que la norme, j'en sais rien, mais enfin, tu vois, en soi, tu es un coach de fitness et enfin, moi, j'en connais très bien. Alors, bah, moi, j'ai des exemples, un mec avec un doctorat qui est très visible et son doctorat, c'est sa secret sauce, mais j'en connais aussi plein, ils sont pas forcément de secret sauce et ils font beaucoup d'argent. Juste, ils sont bons dans la communication, ils sont devenus à l'aise et ils ont leur environnement, ils ont leur background un petit peu personnalisé. Enfin, on s'identifie à eux et je pense que la secret sauce, elle devient vraiment indispensable si tu veux bâtir un empire à la MrBeast, à la machin. Mais si tu veux faire tes premiers 3 à 5 10 000 € par mois, et que tu veux le garder sur le long terme, honnêtement, consistance, devenir bon, dans la communication, je pense que c'est suffisant. OK, intéressant, intéressant. Moi, il y a un concept, on en avait discuté, c'est, souvent on oppose, soit tu fais du contenu un peu, divertissement, entertainment, soit tu fais plutôt de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire les 2, de mixer le côté, donc ce qu'on appelle edutainment, mixer les 2. Il y a des personnes qui pensent que c'est excellent, d'autres qui pensent que ça nuit, ça te dilue dans ton message et cetera. Est-ce que tu penses qu'un expert, qui souvent fait du contenu beaucoup plus éducationnel, peut le rendre un peu plus divertissant, et pour aussi, tu vois, pouvoir, heu, potentiellement créer cette exposition, créer cette confiance, créer s'identifier et avoir cette patte différente? Ou est-ce que stratégie de contenu, ça suffit de faire que de l'éducation, même si tu et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont tu vois, une façon de parler, on prend Oussama, j'ai deux trois exemples en anglophone. En fait, sans script, sans rien, tu peux les écouter une demi heure et tu en as d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est quoi ta vision là-dessus? Bah, je pense que de nouveau, c'est un peu ta personnalité. Tes compétences oratoires, comme tu dis, hein, Oussama Hamar, bah, moi je l'ai vu sur du purement éducationnel et je me suis jamais fait autant chier, je l'ai jamais trouvé aussi, pas lui. Quand il est face à un prompteur ou juste face caméra et qu'il y a Ouais, personne derrière, c'est une catastrophe. Et c'est pour il a ça que changé nous dans depuis. les Ouais, Ouais, bah, tu vois, dans la formation, on allait faire des entretiens, ensemble et quand tu as quelqu'un, il switch, il vit ouais. et il s'anime quand il y a quelqu'un, il y a une audience pour écouter ce qu'il dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, il y a le caméraman à qui il parle et ça change tout et c'est fascinant et on a vraiment, son cerveau qui fonctionne et c'est vraiment pas la même manière de s'adresser et je trouve que ce qui est super important et moi, ce que j'arrive pas forcément à très bien faire, c'est de communiquer face à une caméra comme si c'était une personne derrière et d'arriver à créer cette proximité. Moi, je fais des vannes, j'ai besoin que la caméra, elle rigole. Pour l'instant, Sony a pas encore développé la fonction. Heu, mais voilà, donc ça, je pense que faut tester plein de formats, faut trouver ce qui fonctionne pour soi. On peut être juste très éducationnel, mais alors, il faut savoir que le cerveau humain, après 10 15 minutes, il décroche. Si vous faites des vidéos de 50 minutes qui sont longues, juste avec des slides, il se peut que les gens décrochent, donc pourquoi pas en faire des épisodes ou une série? Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je sais qu'il y a des formations de 10 heures sur quelque chose. Je pense que la formation de 10 heures, ça marche très bien, mais je pense qu'il y a personne qui regarde la formation en soi, ou en tout cas, c'est pas moi qui la regarde, j'avoue. Mais du coup, je pense que sur, le débat, est-ce qu'on peut faire de l'edutainment? Est-ce qu'on peut faire de l'éducation vraiment entertaining? Oui, mais faut être super bon, faut être super fort. Ego le fait très bien. Ego a un storytelling de malade, mais il passe des semaines et des semaines pour pouvoir y arriver. Mais il y a des experts, genre Bienvenue au cabinet, qui arrivent à trouver des angles Mmh, ultra intéressants, genre, combien coûte un Big Mac ou d'autres angles, mmh. pourquoi, je sais pas moi, Vodka a fait faillite ou ce genre de choses et ils viennent et ils prennent un concept d'idée qui est de l'entertainment pur et ils viennent le mixer avec de l'éducation pure et ça arrive à faire un super Et de la match. comptabilité qui est le truc le plus chiant potentiellement, il arrive à le rendre Ah, intelligible et intéressant. complètement. L'URSSAF, si vous passez devant cette vidéo, sponsorisez-le comme ça, les gens comprennent un peu votre merde. Non, mais voilà, c'est vraiment ça pour moi et j'ai toujours été fasciné par ces chaînes, Courses Exact et cetera. Non, j'ai pas fait la blague comme quoi je paye pas l'URSSAF, tu vu? Heu mais donc par exemple, j'ai toujours été fasciné par une chaîne Courses Exact. Incroyable le niveau, mais bon, ils sont, 70 personnes dans l'équipe, ils prennent 1000 heures sur une vidéo, il y a du montage, ça va dans tous les sens, il y a des petits oiseaux qui font plein de trucs. Ça, c'est pour moi l'edutainment dans toute sa splendeur. Mais c'est pas donné à tout le monde et ça veut pas dire que vous arriverez pas à vendre et à partager votre expertise si vous faites pas ça. Et pour moi, il y a aussi ce côté, un peu artisanal. Je suis pas bon à la caméra, mais je vous parle du truc et en fait, ça peut aussi permettre à des gens de s'identifier et le fait que ça soit pur éducationnel, il y a des gens qui s'identifient très bien et donc c'est enfin, pour moi,
c'est question de personnalité, question de compétence, mais il faut pas essayer de faire quelque chose où on n'est pas bon dedans. Pour moi, si vous êtes très bon dans l'éducation, restez dans l'éducation. Si vous êtes très bon dans l'edutainment, bah, vous dites pas: «Ah bah non, on m'a dit qu'on pouvait pas faire de l'edutainment, donc je vais faire juste de l'éducation». Pour moi, c'est vraiment une question d'identité. Je sais pas ce que tu en penses? Je suis un peu plus nuancé, moi, je pense là-dessus. Moi, je pense que sincèrement, tu peux et l'exemple de Bienvenue au cabinet, c'est excellent parce qu'en fait, c'est, il f tu peux mettre du storytelling et c'est important. L'humain, il a besoin qu'on lui raconte des histoires pour comprendre les choses. Il faut que ce soit simple à comprendre, sinon il part. Donc c'est en fait, c'est, il y avait un gars qui bossait avec lui qui expliquait ça de manière super intéressante. C'est il réfléchit vraiment à l'angle. Le plus important, c'est l'angle. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans beaucoup de mes vidéos, c'est je réfléchis à l'angle et ensuite le storytelling vient. Donc tu peux faire de l'éducation avec du storytelling, avec un angle différenciant. Et donc déjà, ouais, cette partie-là. Et après, est-ce que ça, c'est de l'edutainment? Je sais pas. Déjà, peut-être pour, définir, la base, c'est quoi qu'on appelle de l'edutainment? Comme ça, on est clair sur, ce que c'est. Parce que même moi, je t'avoue, je suis pas sûr. Si je me suis bien marré et que je suis resté jusqu'à la fin, c'est probablement que c'est de l'edutainment parce que moi je tiens pas, je suis pas très, très bon à regarder juste des vidéos éducatives. J'ai besoin de cette côté un peu storytelling, et cetera. Mais peut-être que ma définition de l'edutainment est pas la bonne. C'est quoi que tu appelles toi de l'edutainment? Donc déjà, pour moi, si on prend l'exemple d'Ego, la chaîne d'Ego, pour moi, c'est pas l'edutainment. Pour moi, c'est du divertissement. Et c'est pas parce que tu divertis que tu peux pas apprendre des choses ou partager des choses. Pour moi, si tu devais résumer l'edutainment, c'est vraiment 80% de choses où en fait on t'apprend des choses, on t'apprend l'expertise, etc. Enrobé, packagé avec un peu de trucs très dynamiques. Bah, tu vois, Yumi Denzel, c'est un nouveau concept de vidéo. Où en fait, là, je sais plus comment elle s'appelle le concept, où tu es sur une chaise et il te pitch, et après, si ça marche pas, tu redescends un peu à la Mr. Beast, tu sais, tu te fais aspirer dans un truc. Pour moi, ça, on essaie de faire de l'edutainment. On essaie de, et c'est ce que Yumi, je pense, a voulu faire, c'est-à-dire grossir. Il voulait passer à 3 ou 4 ou 5 millions d'abonnés, donc il s'est dit, je dois aller taper plus large, je vais être connu que pas pour le business en ligne, mais aussi pour du business plus large. Et du coup, je vois qui veut gagner, être mon associé fonctionne, je vais le rendre. Sauf que c'est pas la même chose. Qui veut être mon associé? C'est pour moi, c'est du divertissement pur. T'apprends rien. Les gens sont là pour regarder, pour voir les réactions, etc. Storytelling. Ils sont pas pour savoir est-ce que le mec a réussi ensuite à lever de l'argent, est-ce qu'il va réussir le business. Donc pour moi, c'est ce que Yomi a essayé de faire. C'est essayer de faire un mix des deux. Et du coup, ça marche pas. Parce que tu vas pas regarder parce que tu as envie d'apprendre des choses sur le business et tu vas pas regarder forcément parce que c'est divertissant, parce que je trouve pas ça super divertissant, en tout cas personnellement. Et du coup, tu es entre les deux. Et quand tu es entre les deux, ah, t'es nulle part. Et donc, tu peux faire de l'éducation fun, Courtesa, que j'arrive jamais à prononcer, Courtesa, etc. Pour moi, c'est l'éducation fun, c'est pas de l'edutainment. OK. Donc, C'est pas sorcier, c'est quoi pour toi? Je voulais pas que tu donnes prendre cet exemple parce que je pense que c'est la limite de mon argumentaire, parce que je sais pas trop le placer. Parce que c'est pas sorcier, pour le coup, pour moi, c'est. Ah, je pense que c'est vraiment, C'est ouais, pour moi, c'est l'exemple concret, mais c'est extrêmement dur à faire. Et c'est quand et même c'est pour plus, ça que pour moi, c'est quand même éducation fun, mais on est proche de la limite. ouais, pour moi, c'est difficile de dire c'est de l'éducation fun ou de l'edutainment. Pour moi, c'est la définition de l'edutainment comme Course que Zact. Moi, je pense que Yomi, le problème, c'est que le concept n'était pas forcément adapté, mais que, encore une fois, tu vois, je pense que l'edutainment, c'est une secret sauce. C'est une secret sauce que peu de personnes peuvent avoir, mais si tu es très bon dedans, alors ça fonctionne très bien et je pense que c'est ça où pour moi, en fait, ça c'est enfin, dire: «Spécialise-toi soit dans du divertissement, spécialise-toi soit dans l'éducation», c'est vrai pour 90 des créateurs, mais c'est comme dire, «Sois un artisan et pas un artiste», parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui est pas un artiste de le devenir. Pour moi, l'edutainment, c'est vraiment être un artiste, c'est vraiment avoir une secret sauce, c'est vraiment comprendre intimement qu'est-ce qui va faire qu'on va hook les gens et qu'on va pouvoir flirter entre les 2 univers, mais suffisamment bien pour que ça soit assez divertissant et suffisamment bien pour que ça soit assez éducatif. Hem, Adolescence, la série en 3 épisodes ou 4 épisodes, pour moi, c'est de l'edutainment d'une certaine façon et aujourd'hui, les écoles, projettent Adolescence, comme série Netflix, pour, faire de l'awareness sur enfin, créer de la responsabilisation sur, ce que vivent certains jeunes qui peuvent se radicaliser dans, je comment ils appellent ça? J'ai pas vu, je connais pas. La problématique, c'est genre, tu as pas vu? Mais Bullied? c'est en gros un jeune qui Non. va, mmh? C'est les gens qui sont Bah, c'est bullied, de la non? C'est pas masculinité ça? toxique en gros, tu vois? Voilà, je mets juste par rapport à ce que tu disais sur les artisans artistes. Pour moi, un artiste, pour être un bon artiste, il faut être un excellent artisan. Et en fait, après, hop, vu que tu maîtrises
tu rajoutes ta secret sauce et tu deviens un artiste. Donc un excellent expert, c'est un excellent artisan. Enfin, un bon expert, c'est un excellent artisan. Et si tu veux passer au niveau au-dessus pour devenir un artiste expert, bah, en fait, c'est tu peux pas avoir l'un sans l'autre pour moi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça, pour moi, l'edutainment, c'est juste pas donné à tout le monde parce que c'est très compliqué à faire et que Ouais. c'est pas, facile à maîtriser. Mais si tu le maîtrises bien, pour moi, je trouve ça bête de dire: «Non, n'en fais pas», parce que, je pense que tu peux Ouais. vraiment il y a vraiment beaucoup de valeur derrière. Et je pense que, et d'ailleurs, moi, c'est ça un peu ce que enfin, tu vois, Netflix fait beaucoup d'edutainment en ce moment, je trouve, tu vois? L'émission, enfin Formula One, tu as beaucoup de Ah, je valeur te souhaite éducative sur la ouais. alors en tant que fan de j'espérais que tu prennes cet exemple en tant que fan de Formule 1. Je trouve et tous les mecs qui s'y connaissent en Formule 1, pour moi, c'est du divertissement pur. Parce que quand tu connais la Formule 1, tu sais vraiment ce qui s'est passé sur les circuits, et cetera. Et c'est monté, et cetera, pour donner ce côté sensationnel. Alors tu vas apprendre quelque chose, mais pour moi, c'est du divertissement pur. Alors je suis peut-être un aigri expert Formule 1, parce que je passe mon dimanche chez ma femme, on n'en peut plus de ça, mais pour moi, non. Et pas comme mon dimanche d'ailleurs. Je regarde même les séries, enfin les essais. Bah, après, pour moi, c'est nouveau, ça dépend de l'objectif. Pour moi, l'objectif de Formula 1, c'était de créer des fans de Formule 1 et ça a marché mieux que toute, propagande, enfin marketing de Formule 1. Ah, Ouais, je te donne un je autre suis chaud. exemple, de Queen's Gambit, tu pas devenu un expert en échecs. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui, juste en regardant de Queen's Gambit, à part si c'est des génies, se sont dit: «Ouais, génial». Par contre, il y a rien qui a plus éduqué les gens à ce jeu-là et qui a remis les gens à jouer et qui ultimement a fait des gens qui sont bons aux échecs que cette série-là, à mon avis, dans les derniers, dizaines d'années, tu vois? Et donc pour moi, le but de Netflix, c'était pas de te donner un niveau d'échec et te faire, dire, bah, fait l'ouverture sicilienne quand l'autre fait, une telle ouverture ou quoi. C'était pas ça le but, mais c'était une très bonne introduction avec du divertissement à quelque chose qui a fait que derrière, il y a eu d'autres gens qui se sont régalés dans l'éducation pure et dure. Mais tu vois, les streamers sur les échecs, aujourd'hui, ils t'apprennent des trucs avec du fun et pour moi, c'est de l'edutainment et en fait, les gens, ils rentrent dedans via de l'edutainment. Mais bon, là, on parle d'un jeu, tu vois? Mais, je sais pas, moi, les meilleurs cours que j'ai eus à l'université, tu vois, c'était toujours des simulations de, tu gères une entreprise de voitures et enfin, je trouve que c'est ça qui rend le truc fun et je trouve qu'on fait pas assez ça et pour moi, c'est de l'edutainment, mais je me suis jamais autant impliqué dans des cours que quand il y avait justement ce côté un peu, gamifié, challenge et tout ça et ça, je trouve que c'est de l'edutainment et c'est ça qui marche bien, hein, parce que, moi, mon cours de comptage, je l'ai appris en faisant des simulations, justement de Tesla, qu'on avait, à HEC et c'était super, tu vois? Et je pense que ça m'a vraiment plu que juste un cours simple et basique. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que moi, pendant mes 2 premières années, bon, tu fais beaucoup de macro, de microéconomie, et cetera et beaucoup de comptabilité. J'ai jamais rien compris à la compta, mais vraiment, je comprenais rien et dès que je suis passé en où j'ai dû gérer des business, concrètement et là, en fait, on te présente les PNL plutôt à l'américaine, on t'explique les trucs et tu vois pourquoi c'est du concret. En fait, c'est super simple et je pense que, ouais, je suis assez d'accord avec toi. On a tendance, à complexifier les choses et on complexifie parce qu'on oublie le fun dedans donc je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est un débat, super intéressant, mais peut-être sans fin. Et je pense que ce que tu disais, c'est que l'edutainment, c'est un peu le Graal, c'est un peu la secret sauce. Et si tu y arrives, bah, c'est que du bonus, mais c'est pas un élément nécessaire ou indispensable. C'est un élément, un plus, quoi, un bonus. Ouais, complètement. Bah, Alright. écoute, je pense que pour un premier épisode, on est pas mal. Plein de sujets encore à aborder et Ouais. aller en plus en profondeur. J'espère que ça, vous a apporté quelques voilà, l'idée, c'est pas, c'est vraiment de vous partager nos réflexions de gens qui, bah, bossons avec des créateurs et on a une analyse, parfois critique, parfois, débile, de de l'écosystème. Mais l'idée, c'est voilà, si vous êtes créateur, vous êtes expert, nous, le but, c'est de vous partager un maximum d'informations pour faire en sorte que votre business décolle, que vous vous lanciez, que vous avanciez. Donc voilà, j'espère que cette premier épisode vous a plu et bah, abonnez-vous et d'autres suivront. Et dites-nous en commentaire s'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on parle la prochaine fois. On essaiera de faire une fois par semaine parce que je trouve que c'est un exercice assez cool. Donc, bah, plus Greg, la bise.